Mesdames et messieurs, nous allons démarrer notre table ronde. Je ne saurais passer la parole et passer le micro, le floor, j'aime bien l'anglais pour ça au moins, sans remercier chaleureusement le cabinet Gide, non seulement de l'accueil qu'il nous réserve aujourd'hui, mais d'avoir pris cette bonne habitude d'être une place forte de la réflexion africaine à Paris sur des enjeux africains. Et par ailleurs, je voudrais ici, puisque cette journée est dédiée à la mémoire de notre cher ami et collègue, dire combien tout a été dit tout à l'heure. Quelques mots cependant. Il y a des regrets que l'on peut éprouver parfois dans la vie, y compris dans la vie professionnelle. Un de mes regrets aura été de n'avoir jamais rencontré physiquement le professeur Stéphane Doubé-Billé, et que les occasions qui nous avaient été données de nous rencontrer à l'occasion de colloques n'aient pas pu se concrétiser. Cependant, l'université a ceci, je dirais, de remarquable et d'humainement, spirituellement intéressant que sans se rencontrer physiquement, on peut néanmoins se rencontrer de la plus belle manière. Et je dois avouer que, non seulement reconnaître que j'ai lu et suivi avec beaucoup d'attention les travaux de notre cher collègue, et l'hommage qui a été rendu tout à l'heure est un hommage au-delà du mérité. Et s'il y avait une ou deux choses que j'ai retenues et que je partage dans la réflexion juridique du professeur Doubé-Billé, c'est sans doute ce mélange assez particulier de total investissement dans ces objets de recherche et de recul qui donne la profondeur à la réflexion et qui donne de la sérénité à ces différentes remarques. Et la deuxième chose que je crois pouvoir partager avec lui, j'en viens à ce que nous allons discuter aujourd'hui ici. Aujourd'hui, c'est une journée qui va tourner autour du droit économique international et du droit économique africain. Et en matière de droit international économique, nous avons un domaine d'une technicité rare. Et les jeunes qui sont ici, il faut les inviter d'abord à être d'excellents techniciens du droit, d'excellents techniciens de l'arbitrage, d'excellents interprètes de normes extrêmement générales telles que la règle de non-discrimination ou la règle du traitement juste et équitable. Ce sont des principes généraux, mais qui doivent trouver des traductions particulièrement précises dans les affaires qui sont concernées. Et j'en viens à ce qui me paraît le plus important, c'est qu'au-delà de la technique, au-delà du maniement des concepts et des procédures, il faut toujours ne pas négliger l'idée de droit qui conduit cette dépense d'énergie intellectuelle. Quelle est l'idée de droit qu'il y a derrière tout ce que nous allons dire aujourd'hui ici? Et cette idée de droit renvoie nécessairement à des destins collectifs. Nous parlons d'Afrique, il faut qu'il y ait une idée du destin collectif, non seulement de l'Afrique en tant qu'ensemble d'États, mais en tant qu'ensemble de peuples, et en tant qu'ensemble humain. Et je voulais dire ceci essentiellement pour rendre hommage au professeur Stéphane Doubé-Billé, dont je crois que les travaux vont animer encore longtemps la recherche juridique, non seulement en Afrique, mais de par le monde, parce qu'il était aussi un de ces porteurs d'une intention africaine de participation à l'universel. Et ceci me paraît devoir être rappelé ici. En tout cas, nous pouvons commencer nos travaux. Je n'ai que trop parlé. Je ne suis en principe que le maître du temps ici, et je vais indiquer aux différents intervenants que le temps courant, nous sommes obligés d'être les plus ramassés possibles. Et le premier qui ouvrira le bal de ce matin, qui porte sur les défis et opportunités des investissements en Afrique, c'est
le docteur Guy Fleury-Thoiry, qui est un cher ami, si on peut dire cela quand on est vieux et qu'on parle de la jeunesse qui porte le sort de l'Afrique de demain, mais que j'admire particulièrement et dont j'admire l'énergie au service de l'Union africaine. Vous avez la parole, docteur. Merci beaucoup, cher professeur. Bonjour à tout le monde. J'avoue que le contexte de cette journée, de ce colloque est particulièrement émotionnellement chargé pour moi, puisque nous rendons hommage à un maître. Si je peux préciser pour tous les intervenants, 15 minutes maximum. Très bien, très bien. Et donc, je ferai très court, j'ai compris le message. Je disais donc que je me retrouve dans tous les propos qui ont été tenus concernant le professeur Doumbé Billé, d'autant plus que je suis un de ses anciens élèves, et donc avec un accent particulier justement parce que je suis un de ses anciens élèves. Mais pour rester dans le temps imparti par notre président, je vais aller directement sur le sujet qui m'a été assigné par mon cher ami Jean-Baptiste, à qui je veux aussi remercier pour son invitation. Donc, la zone de libre-échange continentale africaine. J'avais envie d'ajouter donc un sous-titre qui ne figure pas sur le programme qui a été circulé et que vous avez sous les yeux, une nouvelle dimension du panafricanisme. Ceci m'est apparu comme une évidence, surtout quand je préparais cette communication, et précisément lorsque je cherchais la bonne entrée pour introduire et contextualiser ce sujet. Mesdames et messieurs, il est vrai que l'on s'est longtemps interrogé depuis le passage de l'EUA à l'Union africaine sur ce qui désormais constituait la fonction motrice ou l'essence même qui guiderait la nouvelle organisation continentale panafricaine. Et je suis de ceux qui ont défendu, notamment sous la direction du professeur Doumbé Billé, et été convaincus que c'était l'objectif de promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique. Mais encore faut-il donner un contenu concret à cette fonction. Alors, pour ceux qui connaissent l'histoire de cette organisation continentale, ils se souviendront que du temps de l'EUA, il s'agissait de réaliser l'unité africaine, notamment, mais principalement, à travers la lutte contre le colonialisme et soutenir l'indépendance et la consolidation des États africains. Alors, qu'en est-il aujourd'hui ? La plupart des États africains, si ce n'est tous, sont devenus indépendants. Alors, ici, nul besoin de rappeler les termes de l'article 55 de la Charte des Nations Unies, qui établit un lien évident entre la coopération économique et sociale internationale d'une part, et la stabilité et le bien-être nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales d'autre part. Dans tous les cas, c'est cette perspective prometteuse qui est affirmée et promue dans l'agenda 2063, sorte de programme boussole vers une Afrique intégrée, prospère et pacifique. Un des projets phares de cet agenda, c'est de créer un marché unique pour les marchandises et les services facilités par la circulation des personnes afin d'approfondir l'intégration économique du continent africain. Alors, à cet égard, il faut savoir qu'en janvier 2018 à Addis, ainsi qu'en mars 2018 à Kigali, la conférence des chefs d'État et de gouvernement, qui est l'organe suprême de cette organisation, a adopté respectivement un protocole relatif à la libre circulation des personnes, le droit de résidence et le droit d'établissement, ainsi qu'un accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine, en sigle dénommée la ZLECAf, ou en anglais FCFTA. Ce faisant, ces deux instruments viennent donner corps à une des aspirations profondes contenues dans l'agenda 2063. Et compte tenu du temps qui m'est alloué, je ne vais pas me lancer dans un exercice de rappel ou de retracer l'historique des négociations. Je vais donc plutôt me concentrer sur l'accord de cette zone de libre-échange, la ZLECAf, et mettre de côté aussi ce protocole, même si j'y reviendrai après, ce qui concerne la libre circulation des personnes. Alors, c'est un grand projet continental, la zone de libre-échange, la ZLECAf, qui a enregistré dès l'ouverture à signature à Kigali en mars 2018,
un engouement de la part des États membres et des peuples africains. De 44 États l'ayant signé à son adoption, on est aujourd'hui à 54 signatures. Il ne manque qu'une seule signature, il me semble celle de l'Érythrée. L'accord est entré en vigueur le 30 mai 2019. Alors, ceci est relativement très, très court pour ceux qui connaissent le rythme des ratifications au sein de l'organisation de l'Union africaine. Donc, 22 instruments de ratification ont été reçus au niveau du bureau du conseiller juridique et donc l'accord est entré en vigueur le 30 mai 2018. Et à la date du 26 février 2020, 28 États membres de l'Union africaine ont déposé leurs instruments de ratification. Alors, depuis lors, des déclarations et prises de position se multiplient, mettant en relief la plupart des retombées positives de l'opérationnalisation de cette zone pour le développement du continent, et notamment pour ses opportunités en termes d'investissement. Mais il y a aussi des voix qui mettent en garde contre les difficultés d'opérationnalisation, ainsi que des éventuelles conséquences pernicieuses qui découleraient de sa mise en œuvre. Pour ma part, très schématiquement, je vais vous présenter le contenu de cet accord, qui me semble le plus important sur le plan juridique, mais aussi le cadre institutionnel mis en place pour son opérationnalisation, avant de présenter quelques défis. Donc, premièrement, le cadre normatif de cet accord. Donc, cet accord se présente dans un format classique, ça il faut le dire d'emblée, et il repose sur une construction plutôt évolutive. Alors, cette présentation formelle, j'irai très rapidement. C'est un accord qui repose sur une trentaine d'articles, répartis en 7 parties. La première concernant de manière classique les définitions, la deuxième qui porte sur le champ d'application, les principes, etc., les objectifs. Troisième partie sur ce qui concerne l'administration, l'organisation et qui met aussi un accent sur le cadre institutionnel. Quatrième partie aborde la transparence à travers les questions de publication et de notification. La cinquième partie traite des préférences continentales ainsi que des conflits et incompatibilités avec d'autres accords régionaux, puisqu'ils existent. La sixième partie met en lumière aussi le règlement des différends. Et enfin, la dernière partie, classique, les clauses finales, ce qui concerne les questions des exceptions, la ratification, l'adhésion, l'entrée en vigueur, les réserves qui ne sont pas admises, le retrait, la révision, etc., les amendements. Alors, au-delà de cette présentation formelle et purement schématique de l'accord, je vais mettre l'accent sur des éléments clés, notamment le champ d'application. Au terme de l'article 6 de l'accord, celui-ci régit le commerce des marchandises, le commerce des services, les investissements, les droits de propriété intellectuelle et la politique de concurrence. Alors, il y a aussi d'autres dispositions qui peuvent être importantes, telles que celles de prise de décision. On est dans le cadre de l'Union africaine, généralement on privilégie le consensus, mais il y a aussi des modalités pour le vote. On met aussi l'accent sur les questions de conflit et incompatibilité avec d'autres accords régionaux. L'accord affirme sa prévalence sur tout autre accord régional dans la mesure d'une incompatibilité spécifique. Article 19, paragraphe 1. Et l'article, dans le deuxième alinéa, prévoit une sorte de clause de sauvegarde qui permet aux États parties qui sont membres des autres communautés économiques régionales et d'autres accords régionaux ou d'autres unions douanières qui ont atteint un certain niveau d'intégration régionale plus poussé, plus élevé que ceux prévus par l'accord, de maintenir ces niveaux entre eux. Et puis, en dernier lieu, peut-être indiquer aussi la question sur le retrait, en indiquant qu'il est possible pour un État, après un délai de 5 ans, à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, pour les États parties, de pouvoir se retirer de cet accord. Alors, j'avais indiqué qu'il y avait une intention de la part des rédacteurs de cet accord de privilégier un processus normatif continu. Ici, vous l'aurez compris, l'influence de l'OMC est très, très grande. Donc, dans le cadre de la ZLECAf,
Les États ont adopté une technique qui s'apparente donc au processus normatif continu, connu dans d'autres branches aussi du droit international, c'est-à-dire qu'on a un accord cadre qui prévoit des obligations générales qui sont spécifiées et rendues réellement plus contraignantes dans le cadre d'instruments ultérieurs. Ceci s'explique par plusieurs raisons. D'abord, il s'agit d'un traité qui a été adopté dans un cadre multilatéral, dans le cadre de l'Union africaine, et qui donc nécessite un large consensus de la part des États. Donc on privilégie la technique des petits pas. Dans ce domaine, le domaine du droit du commerce international, bien plus que dans d'autres domaines, les États ont du mal à renoncer à leur souveraineté économique. Ceci est évident. Et une autre raison supplémentaire, c'est aussi la technicité et la complexité des questions qui sont sous-jacentes au niveau de la mise en place de cette zone de libre-échange continentale. Donc le processus normatif continu dans le cadre de la ZLECAf est perceptible au niveau des articles 7 et 8 de l'accord. On y indique le statut des protocoles, des annexes et des appendices, ainsi que les lignes directrices qui vont compléter l'accord. Alors, en l'état, l'accord a été adopté avec 3 protocoles. Le protocole sur le commerce des marchandises, le protocole sur le commerce des services et le protocole sur les règles et procédures relatives au règlement des différends. Les protocoles sur les investissements, les droits de propriété intellectuelle, la politique de concurrence feront l'objet d'une autre phase de négociation. J'ai entendu que certains de mes collègues au niveau du panel vont s'exprimer sur des avant-projets qui sont déjà adoptés dans d'autres cadres, mais pas dans le cadre de la ZLECAf, mais qui certainement vont inspirer la phase 2 des négociations dans la mise en œuvre de la ZLECAf. Pour compléter ces protocoles, des annexes ont été adoptées, notamment lors du sommet de Nouakchott au mois de juillet 2018. Annexes et appendices au protocole, notamment sur le commerce des marchandises, sur le commerce des services. Il convient de rappeler à cet égard que technique très intéressante et utilisée pour la première fois au niveau de l'Union africaine, les annexes ainsi que les appendices sont des instruments joints au protocole et donc font partie intégrante de l'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a plus nécessité de lancer encore une fois une procédure de ratification. Alors, comme je le disais, en Nouakchott en juillet 2018, 5 secteurs prioritaires ont été adoptés dans le cadre des négociations sur le commerce des services. Il s'agit notamment du transport, communication, tourisme, finances, services aux entreprises. La conférence de Niamey, qui s'est tenue en juillet 2019, avait décidé aussi le démantèlement des tarifs douaniers à partir au plus tard le 1er juillet 2020, date qui est censée aussi marquer le début des échanges dans le cadre de la ZLECAf. Je dois aussi indiquer que lors du dernier sommet, certaines dispositions aussi ont fait l'objet d'un élargissement par l'adoption de plusieurs autres actes supplémentaires. Donc le travail continue et les instruments nécessaires pour lancer la phase opérationnelle du marché intérieur africain, tels que les règles d'origine convenues de la ZLECAf, le système panafricain de paiement et de règlement, le mécanisme continental en ligne pour la surveillance, la notification et l'élimination des barrières non tarifaires. Voilà, je m'en arrête là sur le contenu normatif. Maintenant, le cadre institutionnel de l'accord. Les organes principaux, d'une part, et ensuite le mécanisme de règlement des différends. Pour ce qui concerne les organes principaux, on va dire les organes aussi délibérants qui prennent des décisions ou qui mettent en œuvre de manière quotidienne l'accord, il s'agit principalement de la conférence des chefs d'État, qui, au terme de l'article 10, est l'organe suprême de prise de décision, non seulement au niveau de l'EUA, mais aussi le sera au niveau de la ZLECAf. Et à cet égard, il exerce un contrôle et donne des orientations stratégiques sur le fonctionnement de la ZLECAf, y compris le plan d'action pour stimuler le commerce intra-africain,
Il a aussi une autorité exclusive pour adopter par consensus les interprétations de l'accord sur recommandation du Conseil des ministres. Et notamment, et précisément, il y a un Conseil des ministres, c'est le deuxième organe. Celui-ci est composé des ministres africains en charge du commerce ou d'autres ministres, autorités ou fonctionnaires dûment désignés par les États parties. En soutien au travail du Conseil des ministres, il y a aussi un comité des hauts fonctionnaires du commerce qui est composé des secrétaires généraux ou directeurs généraux ou tout autre fonctionnaire désigné par chaque État partie et qui est censé principalement mettre en œuvre les décisions du Conseil des ministres, bien sûr, mais aussi est responsable du développement des programmes et plans d'action pour la mise en œuvre de l'accord. Alors, pour animer tout cela, il y a un secrétariat qui est prévu au niveau de l'article 13 de cet accord et qui est créé par la conférence, qui décide de sa nature, sa localisation et approuve sa structure. Ce secrétariat est censé fonctionner, est censé bénéficier plutôt d'une autonomie fonctionnelle, autonomie entendue vis-à-vis de la Commission de l'Union africaine, et est doté d'une personnalité juridique internationale. Toutefois, autonomie fonctionnelle, mais les fonds de ce secrétariat proviennent du budget annuel de l'Union africaine. Donc, il y a une sorte d'arrimage statutaire avec l'Union africaine. Alors, ici, il apparaît clairement à la lecture de cet accord que les États ont voulu accorder un rôle central à la conférence des chefs d'État et par là, essayer de garder la zone continentale dans son fonctionnement au niveau du fonctionnement de l'Union africaine. Ce faisant, ils n'ont pas voulu restreindre la gouvernance de la ZLECAf aux seuls États parties. J'ai rappelé, il n'y en a que 28 pour l'instant, alors que l'organisation compte 55 États membres. Donc, ceci est un rappel que la ZLECAf reste un instrument de l'Union africaine dans son intégralité. Et ceci aussi témoigne peut-être d'une vision optimiste qui est sous-tendue par la rédaction de l'accord, d'aller vers une ratification universelle par les États membres de l'Union africaine de cet accord portant création de la ZLECAf. Mais ici, il s'agit aussi d'un problème qui est classique, posé par les traités adoptés dans le cadre d'une organisation internationale. Comment faire la part des choses entre États parties et États membres? Ceci est une question qui va s'opposer, je pense, de manière récurrente au niveau du fonctionnement de la ZLECAf. On l'a déjà identifié au niveau du bureau de la conseillère juridique comme un point de tension et qui sans doute sera amené à prendre de l'ampleur. Alors, sur le plan institutionnel, il y a aussi un mécanisme de règlement des différends. J'en ai parlé tout à l'heure. Plus précisément, il est prévu au niveau de l'article 20, qui institue donc ce mécanisme. Ce mécanisme ressemble à peu près au mécanisme qui est prévu dans le cadre de l'OMC. On a un organe de règlement des différends, ORD aussi, et qui est institué par le protocole portant sur le règlement des différends. L'article 20 de l'accord, conformément plutôt à l'article 20 de l'accord, et il est composé de représentants des États parties. Et au terme de l'article 5, précisément du protocole, l'ORD a le pouvoir de créer des groupes spéciaux de règlement des différends et un organe d'appel, mais aussi d'adopter des rapports, des groupes spéciaux, etc. Le même mécanisme à peu près qui est prévu au niveau de l'OMC. Alors, les défis, pour terminer, parce que je vois que Monsieur le Président me fait des signes, les défis à la panafricanisation lors des échanges. Le premier défi reste celui de l'irréductible hétérogénéité des structures et régimes économiques des États africains. Ceci est une donnée évidente. Globalement, il faut le dire, le droit de la ZLECAf emprunte beaucoup au droit de l'AMC, mais comme son modèle référent de conception, il s'agit d'un encadrement juridique commun qui est fortement marqué par l'idéologie du libéralisme. Alors, certes, l'idée est là que les États africains vont s'engager à libéraliser progressivement les flux commerciaux entre eux pour arriver à une situation de complète liberté. Toutefois, comme on dit, free trade, but fair trade, libre commerce, mais aussi commerce équitable. Ceci reste quand même un défi, une équation dont il faut trouver un certain équilibre. Et on connaît la crise qu'a connue l'OMC après l'échec du cycle de Doha.
une crise de légitimité qui était due principalement aux reproches que l'on faisait à l'OMC de ne pas tenir compte de certaines valeurs, notamment des valeurs sociales, sociétales, environnementales, et plutôt de se concentrer sur des valeurs purement marchandes. Donc ici, c'est aussi un défi que la ZLECAf devra adresser. Deuxième défi, c'est de pouvoir fournir assez rapidement une réglementation de l'accès au marché commun qui est plus élaborée et plus globale. Alors ici, il s'agit de faire un plaidoyer pour la finalisation déjà des négociations qui sont en cours. J'ai vu que mon collègue allait parler tout à l'heure du protocole sur les investissements, donc je laisse le plaisir d'aller plus en profondeur sur ça. Mais aussi de lier avec une question fondamentale, celle de la libre circulation des personnes. On le sait, dans le cadre, par exemple, de l'UE, on a instauré les 4 libertés qui servent comme pilier à la construction du régionalisme économique. Liberté de circulation des marchandises, des services, des capitaux, mais aussi des personnes. Et ce dernier aspect constitue quelque part le talon d'Achille au niveau de la mise en œuvre de la ZLECAf. Puisque je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a un protocole sur la libre circulation des personnes, droit d'établissement et de résidence, qui à ce jour ne compte que 4 ratifications, alors qu'il lui en faut 15 pour entrer en vigueur, a une feuille de route de mise en œuvre qui, jusqu'à présent, n'a toujours pas trouvé donc l'assise juridique nécessaire pour pouvoir être mise en œuvre. Enfin, dernier défi, Monsieur le Président, j'en appelle à votre indulgence, c'est celui de la ratification universelle de l'accord. Je l'ai évoqué tout à l'heure, pour l'instant, on n'a que 28 États sur 55. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Et puis surtout aussi, on peut s'inquiéter de l'absence de certains grands États, comme le Nigeria, qui est considéré comme la première économie africaine, et ceci peut constituer une entrave donc à la pleine opérationnalisation de la ZLECAf. Alors, Monsieur le Président, pour terminer, l'identification donc de ces défis ne doit pas nous faire perdre de vue que la ZLECAf est quand même une réalisation importante. La ZLECAf fait son petit bonhomme de chemin. Si on peut paraphraser Neil Armstrong, on peut dire que l'entrée en vigueur de cet accord a constitué un pas de géant en avant pour l'Afrique et son système commercial intra-africain, mais cela reste un petit pas pour les États et les peuples africains. Le chantier donc est immense. Toutefois, encore une fois, dans un domaine comme celui-ci du commerce international, il ne faut sûrement pas laisser le pessimisme de l'intelligence prendre le pas sur l'optimisme de la volonté. Je vous remercie. Merci infiniment, docteur, d'avoir été sensible à mes appels non appuyés. Mais, nous aurons le temps tout à l'heure, j'imagine, il est souhaitable dans l'échange avec le public, avec la salle, de revenir sur les différents enjeux, défis plutôt, que vous avez évoqués, l'hétérogénéité des régimes économiques des États et peut-être au-delà des régimes économiques, l'absence de règles précises encore, en tout cas, la projection pour demain de règles plus précises déterminant le régime de ce qui fait l'objet de l'accord de la zone de libre-échange et puis la question de la ratification universelle. Je ne doute pas qu'il y aura des questions autour et je me permets d'indiquer à ceux qui voudraient poser des questions qu'il y en aurait peut-être une qui est suggérée par vous-même, le sous-titre que vous avez donné. La ZLECAf est un projet panafricain animé par le souffle du panafricanisme, et vous dites vous-même, et cela apparaît d'ailleurs dans le document, que c'est un document qui est fortement inspiré des accords OMC, au-delà de l'organisation, même des normes, au-delà des particularismes que vous évoquez à propos des annexes qui font partie intégrante de l'accord, les différents chapitres. Je me suis surpris, moi, en lisant, après avoir lu les accords OMC, à me dire, eh ben, dis donc,
nous avons une sorte de duplicata africain de l'OMC, mais je veux bien croire que c'est un projet panafricain. Nous y reviendrons tout à l'heure. En tous les cas, merci beaucoup pour votre exposé qui était très clair, bref, et normalement, il aurait dû être suivi d'un exposé, d'une présentation du protocole sur l'investissement, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, qui nous aurait permis d'entrer un peu plus en matière, par Prudence Sebaïzi, qui malheureusement n'a pas pu arriver encore. Alors nous allons faire un petit ajustement pour permettre, en passant directement aux questions qui touchent à l'arbitrage, qui devait faire l'objet d'un deuxième temps. Alors, parmi nos trois vertueux de l'arbitrage, je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier, peut-être monsieur le conseiller juridique auprès de la division de l'investissement de l'OCDE, monsieur David Gokrodger. Voilà. Je vous en prie, pour 15 minutes également. Bonjour à tout le monde, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour rendre hommage au professeur Doumbé Billé. Et je voudrais remercier vivement les organisateurs, en particulier Jean-Baptiste, pour cette invitation. Donc, je voudrais vous parler de nos travaux sur les autorités de nomination dans le RDIE. Je pense dans le vif débat actuel sur le règlement des différends entre investisseurs et États, les mécanismes de sélection de ceux qui vont juger les différends apparaissent comme un thème fondamental. Avec un corps d'arbitres qui est souvent vu comme étant surtout composé d'arbitres venus du monde de l'arbitrage commercial, des hommes, des ressortissants des économies développées ou d'individus faisant partie de la tranche supérieure des 1% les plus riches de la population mondiale, les propositions visant à répondre à ces préoccupations se multiplient. Depuis peu, d'importants traités d'investissement, et j'entends par traités d'investissement des traités de libre-échange avec des dispositions qui portent sur l'investissement, donc d'importants traités d'investissement, ainsi que les politiques publiques adoptées par certains pays, prévoient le remplacement complet du système actuel de nomination, dans lequel les arbitres sont nommés par les parties aux différends, leurs avocats et les autorités de nomination, par un système de nomination de juges par les États, comme en général c'est le cas pour les tribunaux permanents nationaux et internationaux. D'autres pays ont rejeté le RDIE, soit complètement, soit dans le cadre de traités importants. Ils préfèrent s'en remettre aux mécanismes de règlement interétatique ou aux tribunaux nationaux. Notre table ronde sur l'investissement à l'OCDE rassemble à échéance régulière, 2 fois par an, plus de 55 États, avec la participation de l'Afrique du Sud, le Brésil, la Chine et bien d'autres pays, en plus des membres de l'OCDE. On a un groupe avec des points de vue très divergents sur les traités d'investissement et le RDIE. La table ronde étudie et évalue le RDIE depuis 2011 de manière quasi continue. Donc, dans ce contexte, je voudrais aborder 2 aspects un peu techniques. Je pense qu'ils peuvent permettre de mieux saisir et évaluer le fonctionnement du système actuel, qui est une condition nécessaire pour le réformer, ou pour mieux l'expliquer à un public fréquemment dubitatif. Donc, il s'agit d'abord de l'importance du rôle direct et de l'influence indirecte des autorités de nomination dans la sélection des arbitres dans le RDIE. Et ensuite, j'aborderai quelques aspects de l'arbitrage d'investissement vu comme un marché. Alors, sur le rôle direct et influence indirecte, je pense, comme vous le savez, les parties et leurs avocats choisissent en général des co-arbitres, puis les négociations commencent sur le choix du président ou de la présidente. Du point de vue de la théorie de la négociation, chacun considère ce qu'on appelle sa mesure
sa meilleure solution de rechange en absence d'accord. Donc, en anglais, c'est le BATNA, Best Alternative to a Negotiated Agreement. Chaque partie doit penser à ce qui arrivera en cas de désaccord. En l'occurrence, dans l'arbitrage, c'est le recours à une autorité de nomination qui choisira le président ou exercera une influence importante sur le choix. Les modalités exactes dans les différentes institutions diffèrent. J'ai écrit 70 pages pour essayer d'y voir clair. Je ferai court en parlant du choix par l'institution. C'est un raccourci. Donc, la mesure pour les deux parties et leurs avocats, c'est le choix par l'institution. Mais la mesure de l'un et de l'autre peuvent être plus ou moins attractives selon l'action prévue de l'autorité. Prenons deux exemples hypothétiques. Dans le premier, l'autorité des nominations annonce une politique de nomination, selon laquelle elle nommera uniquement des juges de droit public de pays tiers. Donc, il s'agit de spécialistes du droit administratif et constitutionnel national. Toutes les nominations se feront ainsi. Deuxième cas de figure, l'autorité annonce une politique de nomination selon laquelle elle nommera uniquement des arbitres venant du monde de l'arbitrage commercial. Donc, les parties savent, dans les deux cas, l'issue d'un recours à l'autorité de nomination. Alors, je vous invite à penser à l'impact de ces faits sur le pouvoir de négociation des uns et des autres. Si on considère qu'une des parties pourrait vouloir un président du monde de l'arbitrage commercial, évidemment, dans l'un et l'autre cas, il sera beaucoup mieux ou moins bien situé pour le réussir. Et vice-versa pour une partie qui voudrait un juge de droit public. Bon, en l'absence de déclarations, qui sont évidemment, je fais de la juridique fiction, les avocats cherchent à prévoir ce que fera l'autorité de nomination. Donc, il y a un rôle fondamental de l'autorité dans la négociation, même si les parties se mettent d'accord. Ce n'est pas forcément une activité visible. Il a une influence sur le choix du président. Et en amont, même sur le choix du co-arbitre, parce que évidemment on choisit un co-arbitre en pensant au président éventuel futur, parce qu'on veut être un arbitre qui sera influent sur le président ou la présidente. Donc pour une affaire particulière, il y a une institution d'arbitrage en général et une autorité de nomination qui en fait partie en général. Mais on constate une multiplicité d'institutions et d'autorités qui veulent être actives dans le RDIE ou qui le sont déjà. Dans nos travaux, nous nous sommes penchés sur 5, 2 organisations internationales, le CIRDI, mon collègue ici qui est du CIRDI, et la CPA, la Cour permanente d'arbitrage à La Haye, et 3 instances du secteur privé, celle de l'Institut d'arbitrage de la Chambre de commerce à Stockholm, la CCI ici à Paris, et le Centre d'arbitrage international de Singapour. Il y en a d'autres qui veulent être actives, il y en a de nouvelles qui se présentent ou qui veulent participer. Alors, comment se fait le choix de celui qui fournira les services en tant qu'institution et autorité dans une affaire donnée? Et pour aborder cette question, je passe à ma deuxième partie, où il s'agit d'aborder quelques éléments sur l'arbitrage d'investissement en tant que marché. Je ferai une remarque préliminaire, un constat et une comparaison. Donc, remarque préliminaire. Discuter de la structure du marché, de la concurrence ou des incitations dans le règlement des différends, et notamment dans l'arbitrage, est délicate. Je souligne d'office qu'il n'est pas question ici des intentions subjectives des acteurs dans les institutions d'arbitrage ou ailleurs. Il s'agit plutôt de la structure du marché et des incitations apparentes. Donc, il s'agit de la confiance du public dans les apparences
On ne cherche pas à voir ce qui se passe dans la tête des intervenants. Mais il reste que ces questions sont souvent délicates, mais cela signifie aussi que le champ d'étude est largement ouvert, parce que il y a parfois une hésitation des acteurs de l'arbitrage à aborder ces aspects économiques. Les analyses du RDIE faites par les universitaires et les praticiens tendent à être plus juridiques qu'économiques. Mais il y a un « et » dans l'OCDE, c'est bien économique. Il n'y a pas de L, il n'y a pas de D, il n'y a pas de J, même si le droit prend de plus en plus de place dans nos travaux, mais il y a un « et donc on a une tendance naturelle à regarder les aspects économiques. Donc voilà pour la remarque préliminaire. Pour le constat, je pense qu'il s'impose que les institutions arbitrales, à ce niveau-là, se livrent une concurrence intense pour les affaires relevant du RDIE. Les manifestations de la concurrence sont multiples, une attention particulière aux statistiques sur le nombre d'affaires et les parts de marché, les déclarations des participants sur l'intensité de la concurrence, des activités qui s'apparentent au marketing similaires à ceux faits par les cabinets d'avocats. Et avec les parts de marché plus importants, les institutions engagent, bon, évidemment, plus d'honoraires, donc un budget plus important, plus de personnel, mais surtout une action de sélection d'arbitres qui leur donne plus d'influence dans le système. Il y a une importance qui est accordée aux acteurs majeurs qui sélectionnent les arbitres. Donc, il y a un impact important sur le prestige et l'influence. Évidemment, ils ne cherchent pas la maximisation du profit, ce serait un non-sens, mais on peut prendre peut-être comme hypothèse une certaine tendance à maximiser le nombre d'affaires, comme incitation qui pourrait être retenue. Alors, je passe à la comparaison, en l'occurrence entre la structure pour la sélection de l'Institut d'arbitrage et l'autorité de dénomination dans l'arbitrage commercial, d'une part, et le RDIE, d'autre part. Donc, un arbitrage commercial basé sur un contrat, le choix de l'institution d'arbitrage et de l'autorité est fait de manière bilatérale. Les deux parties ont leur choix en même temps. Il est ex ante, il est en amont, c'est au moment de la signature du contrat, il n'y a pas de litige. À ce moment-là, l'une et l'autre partie savent qu'ils peuvent être ou bien demandeurs ou bien défendeurs. Ils n'ont pas d'intérêt marqué pour une institution pro-demandeur ou pro-défendeur à ce stade. Ils ont des objectifs largement partagés au moment du choix. Ils veulent que leur contrat soit appliqué selon ces termes, que les arbitres connaissent leur domaine, éventuellement si c'est un domaine technique. Et leurs objectifs au moment du choix sont partagés. Et en général, un choix unique. Les contrats où il est prévu qu'une des parties peuvent choisir au moment du différend entre différentes institutions sont très rares. En général, on choisit soit la CCI, soit Stockholm, soit Londres, mais une seule. Le choix est fait principalement, ou souvent par un conseiller commercial. C'est un avocat des contrats et c'est pas un avocat du monde de l'arbitrage en général. Et il n'y a pas d'effet de verrouillage. Les avocats de part et d'autre, et les parties, mais surtout les avocats, sont libres de changer leurs préférences le lendemain. Ils signent le contrat, ça c'est fait, c'est difficile peut-être à renégocier. Par contre, s'ils lisent quelque chose dans la presse sur l'activité d'une institution d'arbitrage qui leur semble défavorable, le lendemain, ils changent d'avis et ils changent de proposition dans tous les contrats futurs. Donc, passons au RDIE. Là, on a un choix différé dans le temps par les deux parties. L'État fait son offre dans le traité avec l'autre État, et c'est bien avant l'acceptation de cette offre par le demandeur à un point où cette acceptation et la création de l'accord se fait au moment où le contentieux est né. Donc le choix n'est pas du tout au même moment. Et le demandeur sait à tout moment qui sera le demandeur au moment du choix. Tous les acteurs du système le savent aussi. En général, dans l'actuel RDIE, il n'y a pas de choix unique. La plupart des traités, on a étudié 1800 traités à l'époque, en 2012, la plupart prévoient
un choix pour le demandeur entre différentes institutions. C'est une tendance qui part à la baisse et les grands traités maintenant ne le font plus en général. Mais la plupart des traités existants le font. Pour prendre l'exemple du traité sur la charte de l'énergie, qui est la plus utilisée pour les demandes, il offre 3 options. Le choix du demandeur se fait souvent en étroite consultation avec un avocat du domaine de l'arbitrage. Ce n'est plus un avocat commercial, mais là, c'est un avocat qui participe au monde de l'arbitrage. Et il y a souvent un effet de verrouillage puissant pour les États. Ils s'engagent à accepter une ou plusieurs institutions pendant le terme du traité, qui peut être de 15-20 ans, plus une période supplémentaire, même si, après la termination, pour les investissements déjà effectués. Et l'État ne peut pas changer ses options, en général, pour les affaires futures en vertu de ce traité. Au-delà de l'effet de verrouillage juridique en fonction des termes du traité, il y a l'effet diplomatique. C'est compliqué pour les États de se retirer des traités avec des partenaires importants. Il y a des conséquences diplomatiques importantes. Donc, il y a un effet de verrouillage qui n'existe pas dans l'arbitrage commercial. Alors, si nous prenons un cas hypothétique, là encore, pour essayer de faire des hypothèses qui permettent de penser à des options ou pas vraiment des options, mais prenons cette hypothèse. Nous avons la charte de l'énergie qui offre 3 options aux demandeurs. Soit le CIRDI, soit le CNUTSI, donc où il y a un rôle important pour la CPA, soit Stockholm. Donc au moment où il va poser sa demande, le demandeur et son conseil font un choix entre les 3. Si nous inversions la donne, et là c'est un cas d'école, hein, c'est pas du tout quelque chose que nous préconisons, c'est uniquement comme cas d'étude. Au moment de la demande, l'État défendeur choisit entre les 3. Imaginons les conséquences qu'aurait ce changement d'optique dans les actuations à la fois dans les espèces, mais aussi dans les réformes des règles d'arbitrage, éventuellement, si le choix était celui de l'État à chaque fois qu'il recevait une demande. Nous avons posé la question aux États, pourquoi est-ce qu'il y a ce choix dans les traités? Et on n'a pas eu une réponse véritablement claire sur cette question. Je pense que c'est quelque chose qui date d'une époque où les traités s'efforçaient souvent d'être très pro-investisseurs ou pro-demandeurs, mais de donner à une des parties un pouvoir exceptionnel sur la sélection de l'institution qui sélectionnera ou qui influencera la sélection du président, peut poser, je pense, des questions qui demandent à être discutées. Alors, en conclusion, aujourd'hui, les États et les parties prenantes ne peuvent se dispenser de s'attaquer à la question de la sélection des arbitres ou des juges, qu'ils aient pour objectif une réforme institutionnelle, une réforme progressive ou simplement une volonté de mieux expliquer le système au public. Dans ce contexte, il est important que la concurrence dans le système actuel, mais aussi dans les systèmes proposés, soit étudiée de manière ouverte et franche par tous les acteurs. Cela permettra de la faire jouer là où c'est utile et de la restreindre où elle peut être dommageable, notamment pour la confiance du public dans le système. Merci. Monsieur le conseiller juridique, merci infiniment d'avoir tenu le temps, mais aussi d'avoir eu une précision presque d'horloge suisse. Je me tourne maintenant vers les organisateurs, en tout cas en premier, pour leur faire une double proposition. D'abord la suppression du temps de café, la poursuite de l'ensemble des interventions et un débat global à la fin, si vous en êtes d'accord. C'est ainsi qu'on fabrique des autocrates, parce que quand vous... alors,
dans votre présentation, que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt, j'ai noté votre double porte d'entrée qui probablement fera l'objet de nos discussions tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois cette manière de dire que les acteurs, en tous les cas les partis, ne sont pas totalement libres, ce que j'approuve tout à fait, mais ne sont pas totalement libres et qu'il y a des influences qui sont des influences induites. Je trouvais ça très intéressant. Et puis l'analyse en termes de marché vient mettre des mots peut-être sur des perceptions que certains, les uns et les autres, avaient déjà, et peut-être poser des questions sur l'avenir, pour l'avenir, sur le point de savoir si on peut si le fait de dire le droit avec objectivité, avec comment dire, de manière impersonnelle, peut souffrir de ce contexte qui est un contexte concurrentiel. Il y a peut-être des en tout cas, j'ai trouvé très intéressant cette analyse en termes de marché et les offres. Dans un marché, il y a des offres, et il y a des offres qui viennent de la part de beaucoup d'institutions. Pour l'instant, pas d'institutions d'arbitrage africaines, je ne crois pas, alors que l'Afrique forme quand même un des acteurs clés dans ce domaine-là. En tous les cas, merci beaucoup. Je vais passer la parole immédiatement à votre collègue, conseiller juridique cette fois-ci dans l'une de ces institutions, CIRDI, très connu ici, je suppose, Monsieur Francisco Apriani, sur l'évolution et les réformes, les évolutions et les réformes de l'arbitrage CIRDI. Vous allez nous dire qu'on est à la croisée des chemins. De quel chemin s'agit-il? Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir que d'être parmi vous aujourd'hui pour cette conférence. Je tiens à remercier tout particulièrement l'Académie africaine de la pratique du droit international et les cabinets GIDE d'avoir invité les CIRDI à participer aujourd'hui. Je vais vous parler brièvement aujourd'hui de l'évolution et des réformes de l'arbitrage CIRDI, les règlements des différents investisseurs États à la croisée des chemins. Donc, dans le cadre de ces sujets de grande actualité qu'il m'a été demandé de traiter, je vous propose de commencer par un panorama très général de certaines tendances que l'on a pu observer récemment dans les droits des investissements en Afrique. Ensuite, je vous offrirai un aperçu des nouveautés proposées par le CIRDI dans le cadre du processus d'amendement en cours. J'essaierai de montrer comment les propositions d'amendement s'inscrivent dans cette évolution du droit des investissements en Afrique, ainsi que la contribution des États africains au processus d'amendement en cours. Ma présentation s'inspire d'un article qui est déjà disponible sur le site du CIRDI, qui est consacré, c'est un numéro spécial consacré dans l'Exit Review, consacré à l'Afrique. Nous avons d'ailleurs l'agence d'avoir parmi les personnes dans le programme. Je ne sais pas s'il a pu se rendre aujourd'hui à Paris, mais Monsieur Makan Mbengue qui avait à la fois dirigé lui-même et contribué à ce numéro spécial qui est disponible sur le site du CIRDI. Bon, commençons par le panorama des grandes tendances. Avant toute chose, quelques éléments de contexte pour parler de l'Afrique et du CIRDI. La relation entre le CIRDI et les États africains remonte à la création même du centre, qu'il s'agisse de la négociation de la convention de CIRDI, de sa ratification ou des premières bases de la jurisprudence CIRDI. Aujourd'hui, 45 États africains ont ratifié la convention et 49 l'ont signée. Le dernier en date étant Djibouti en avril 2019. Et d'autres États non membres, en Afrique et ailleurs, continuent de manifester également leur intérêt pour le CIRDI. Lors des négociations de la convention CIRDI, le représentant du Nigeria, le juge Elias,
avait souligné 2 caractéristiques fondamentales et spécifiques au système CIRDI. Celles-ci sont d'une part le désir, l'exigence d'assurer un équilibre entre les intérêts des investisseurs et des États en voie de développement, et d'autre part l'ambition de contribuer au développement progressif du droit international. Aujourd'hui, ces mêmes principes fondamentaux d'équilibre et d'innovation sont de nouveau à l'œuvre en train de façonner le futur du CIRDI et des États africains. Et c'est là sur le plan du droit des investissements ainsi que sur le plan du règlement des litiges relatifs aux investissements. En effet, de nombreux États sont en train d'adopter de nouveaux traités et instruments qui cherchent à renforcer cet équilibre entre droits et obligations des investisseurs et des États hôtes. C'est le cas, par exemple, de l'accord de protection des investissements entre le Maroc et le Nigeria ou du Code panafricain des investissements, qui consacre dans son préambule l'objectif d'assurer un équilibre des droits et obligations entre les États membres et les investisseurs dans ces codes. Ce qui peut-être distingue la région Afrique dans cette recherche d'un équilibre renforcé entre investisseurs et États, c'est la combinaison dans ces nouveaux instruments des 3 éléments suivants. D'abord, ils font du développement durable un objectif central de leur politique en matière d'investissement. Ceci peut être notamment reflété dans la définition d'investissement. Ils formulent de manière plus précise et détaillée des obligations qui auparavant étaient rédigées de manière plus large et générale. C'est le cas par exemple des clauses concernant le traitement de la nation la plus favorisée, MFN pour utiliser l'acronyme anglais, ou le traitement national. Enfin, il prévoit des obligations pesant sur les investisseurs et les investissements dans plusieurs domaines, y compris dans des standards environnementaux, la lutte contre la corruption, les droits de l'homme, les droits du travail et la responsabilité sociale des entreprises, entre autres. Donc tout ceci m'amène à parler de la procédure. En effet, l'efficacité dans l'application des droits et des obligations et la réussite dans la recherche d'un nouvel équilibre sont étroitement liés aux dispositions concernant le règlement des différends. Les efforts en matière de réforme concernent ainsi également les procédures de règlement des différends. Au premier rang de ces initiatives de réforme figure bien sûr celle du CIRDI, qui s'est engagé fin 2016 avec ses États membres dans un processus d'amendement de ces règlements. Le CIRDI ayant administré la grande majorité des arbitrages et conciliations entre investisseurs et États, le processus a suscité une participation et un intérêt significatifs. Ce processus, qui rentre dans sa phase finale,